Rigoureux de 814 après que ses médecins l'eurent traité avec des purges et des onguents sans succès. Beaucoup d'historiens pensent que la peste noire du XIVe siècle s'est propagée si rapidement parce que les citoyens mal nourris entassés dans des quartiers divers avaient peu de résistance à la maladie. L'épidémie de 1348 à 1349 tua de manière stupéfiante 30 à 60% de la population européenne. Un récit poignant vient de Pistoia, en Italie, où un homme nommé Sir Lucas écrivit à son frère Francesino décrivant la dévastation « J'ai le cœur malade et peux à peine me résoudre à écrire, car les choses ici vont de mal en pis. Beaucoup sont morts et beaucoup d'autres meurent. Les boutiques sont fermées, les tavernes désertes. On passe dans les rues sans rencontrer une âme. Des gémissements de chagrin résonnent dans les maisons où la mort a frappé. L'odeur de la pourriture s'élève des fosses communes. Je crains que notre ville ne soit bientôt vide de toute vie. Je t'en prie, reste où tu es et prie pour nous sans cesse. » Alors que la peste faisait rage, des villages entiers furent anéantis. La souffrance était aggravée par le traumatisme des enterrements de masse hâtifs dans un sol gelé et des malades expulsés pour mourir seuls dans la neige par peur de la contagion. Les pertes dévastatrices de la peste noire laissèrent de profondes cicatrices psychologiques et modifièrent à jamais le monde médiéval. L'hiver était un temps particulièrement redouté pour les personnes âgées, les jeunes enfants et les futures mères. Sans les avantages de la médecine moderne, ces populations vulnérables succombaient fréquemment au froid, à la maladie ou à la malnutrition. On estime que dans certaines sociétés médiévales, jusqu'à 20 à 30% des nourrissons mouraient au cours de leur première année de vie, beaucoup pendant les mois d'hiver rigoureux. Les complications de la grossesse et de l'accouchement, exacerbées par une mauvaise alimentation et des conditions glaciales, coûtaient la vie à d'innombrables mères et bébés. Les périls de l'accouchement en hiver sont illustrés par l'histoire triste de Mathilde, la fille de 12 ans du roi Henri Ier d'Angleterre. En l'hiver de 1120, Mathilde était à bord d'un navire appelé le Bateau Blanc, naviguant de la France vers l'Angleterre. Le navire heurta un rocher et coula rapidement, précipitant Mathilde et des centaines d'autres passagers dans les eaux glaciales de la Manche. Mathilde échappa presque à la noyade en montant dans un petit bateau de sauvetage, mais cria ensuite pour son demi-frère Guillaume, encore dans l'eau. Lorsque le bateau revint pour récupérer Guillaume, tant de personnes désespérées essayèrent de monter à bord qu'il chavira, rejetant Mathilde dans les vagues froides. La jeune fille du roi, enceinte de son premier enfant, périt avec les autres. Son père accablé de chagrin s'évanouit, dit-on, à la nouvelle et ne sourit plus jamais de sa vie. Les très vieux et les très jeunes étaient toujours en péril pendant les hivers sombres du Moyen-Âge. S'ils parvenaient à survivre à la maladie et à la famine, ils pouvaient encore geler dans leur sommeil. Le poème médiéval Sir Gawain et le Chevalier Vert contient une description glaçante, sans jeu de mots, du vieux roi Arthur frissonnant sous ses robes dans une salle de château pleine de courants d'air, si froid que ses dents claquaient lorsqu'il parlait. Sans les calottes glaciaires et les glaciers isolants que nous avons aujourd'hui, les hivers au Moyen-Âge étaient accompagnés de tempêtes de neige furieuses et d'inondations dévastatrices. En 1216, le roi Jean d'Angleterre aurait perdu les joyaux de la couronne en traversant une zone marécageuse d'East Anglia appelée le Wash. Fuyant les ennemis en rébellion contre son règne, le train de bagages de Jean fut englouti par une marée montante fouettée par des vents violents. Le roi s'échappa de justesse, mais son trésor, y compris des couronnes et des sceptres ornés de bijoux inestimables, disparut dans les eaux tumultueuses, pour ne plus jamais être vu. Jean mourut de dysenterie. Terre. La neige tombait sans cesse du ciel gris cendre, recouvrant la campagne d'un linceul blanc suffocant. Les stalactites pendaient comme des poignards scintillant des avant-toits des taudis paysans et des grands manoirs. Les feux de foyer qui brûlaient jour et nuit offraient seulement un répit fugace contre le froid pénétrant, la fumée des flammes précieuses piquait les yeux larmoyants et étouffait les poumons dans l'air fétide des taudis et des huttes dortoirs. Là, des corps blottis s'entassaient pour la chaleur humain et bétail pareil, les arômes âcres du fumier et de la chair sale se mêlant dans un parfum d'hiver médiéval unique. Pour certains, cependant, même ce confort douteux était un luxe qu'ils pouvaient difficilement se permettre. Les maigres réserves alimentaires s'étiraient dangereusement, et les ventres grondaient des douleurs persistantes de la faim. Beaucoup des plus pauvres subsistaient avec peu plus que du pain grossier et du gruau mince, priant pour survivre jusqu'au printemps. Le spectre de la famine planait dans chaque foyer, du serf modeste au haut seigneur, nul ne pouvait échapper à l'emprise mortelle de l'hiver, pas même ceux qui portaient des couronnes dans des châteaux de pierre pleins de courants d'air qui semblaient inhaler le froid et exhaler une humidité incessante. Les dirigeants frissonnaient sous des montagnes de fourrures, les foyers royaux nécessitaient d'immenses quantités de bois de chauffage et de provisions pour surmonter les longs mois d'hiver. Malheur au royaume dont le souverain n'avait pas prévu à l'avance. Selon un récit, une princesse bohémienne médiévale périt du froid dans sa chambre,
sa mort étant un rappel glaçant que la richesse et le statut n'offraient qu'une protection partielle contre les éléments. Mais pour une famille paysanne, la perte d'un être cher à la faux glacée de l'hiver était une occurrence bien trop courante, aussi cruelle que prévisible. La maladie ajoutait au lourd tribut de la saison, les fièvres et les maux se propageaient comme un feu de forêt à travers les communautés affaiblies par la malnutrition et la promiscuité. L'air vicié et enfumé des taudis et l'omniprésente saleté rendaient les poumons plus vulnérables aux infections. Les médecins médiévaux, leurs traitements inutiles souvent plus enracinés dans la superstition que dans la science, pouvaient peu faire. Les routes, traîtresses avec les congères et la glace noire, aggravaient les malheurs de l'hiver. Seuls les désespérés ou les téméraires s'aventuraient loin du maigre confort de leur foyer. Dans les mois les plus sombres, voyager sur une quelconque distance était une épreuve à entreprendre à ses risques et périls. Les charrettes des colporteurs restaient inactives, privant les villages isolés des biens nécessaires. Les dîmes et les taxes restaient non collectées, aux grandes dames des seigneurs et du clergé. Et malheur à l'armée qui devait monter une campagne sur des routes encombrées de neige, leur ligne d'approvisionnement s'étirait mince et s'effilochait dans le temps glacial. L'hiver de 1407 vit l'un des exploits militaires les plus étonnants du Moyen GE, né de cette nécessité brutale pour la guerre hivernale. Le redoutable chef rebelle gallois Owain Glyndwr affronta les forces supérieures du futur roi Henri V dans les hauts cols montagneux. Les hommes de Glyndwr, habitués aux conditions difficiles, attirèrent les Anglais dans un piège au milieu d'un blizzard aveuglant. Maladroits dans leurs lourdes armures, les rangs anglais se brisèrent et s'enfuirent, beaucoup périssant d'exposition. La victoire stupéfiante de Glyndwr, gagnée autant par l'hiver que par la prouesse martiale galloise, vit encore dans la légende à ce jour. Les hivers de l'Europe médiévale étaient souvent marqués par des épreuves et une résilience. Marqués par des famines dévastatrices qui coûtaient d'innombrables vies lorsque le froid persistait et que la plantation printanière était retardée, les pénuries alimentaires suivaient rapidement. La tristement célèbre Grande Famine de 1315 à 1317 fut déclenchée par un printemps inhabituellement humide et froid qui fit pourrir les semis dans le sol. Les échecs successifs des récoltes au cours des 2 années suivantes plongèrent une grande partie du continent dans la famine. En Angleterre, le prix du pain monta en flèche jusqu'à 20 fois le coût normal. Les pauvres en étaient réduits à manger des racines d'herbe, même l'écorce des arbres. Des bandes désespérées de charognards déterraient des tombes pour cannibaliser les morts. On estime que 10 à 25% de la population de villes comme Ypres et Bruges dans la Belgique actuelle périrent. Dans la ville française de Tournai, un citoyen écrivit dans son journal que les pauvres mangeaient des chiens, des chevaux et d'autres choses impures. La misère était aggravée par la criminalité et la maladie alors que les citoyens mal nourris se tournaient vers le vol et la violence pour survivre. Un récit déchirant des chroniques de l'abbaye de Sainte-Marie relate le sort d'une femme affamée emprisonnée pour avoir volé un pain. La femme était enceinte et affamée, mais le boulanger ne lui donna pas de pain, alors elle vola un pain et fut attrapée. Les juges ne voulurent pas lui pardonner, alors elle fut pendue. Alors qu'elle mourait, l'enfant tomba de son ventre sous les yeux du peuple. L'enfant gisait ensanglanté et criant sur le sol, mais personne ne voulait le toucher ou le sauver, et le bébé mourut bientôt là où il était tombé. La famine s'atténua enfin en 1318 lorsque le temps devint favorable à nouveau et que les cultures commencèrent à pousser. Mais le spectre de la famine traquait la terre chaque hiver, prêt à récolter une moisson sinistre à la moindre adversité. Pour les gens médiévaux, l'hiver était toujours un temps d'inquiétude lancinante, sinon de terreur pure, alors qu'ils priaient pour que leurs maigres réserves alimentaires durent jusqu'au printemps. La malnutrition affaiblissait la population et la laissait vulnérable à la maladie. Les conditions de vie rapprochées et insalubres de l'hiver entraînaient de fréquentes épidémies d'infections comme la grippe, la dysenterie et la pneumonie. Les maladies respiratoires en particulier faisaient un lourd tribut, propagé par la toux dans l'air vicié et enfumé alors que les gens se blottissaient autour des feux. Quelque chose d'aussi simple qu'un rhume d'hiver pouvait rapidement devenir mortel au Moyen GE. Même les médecins de l'époque étaient de peu d'aide, s'appuyant sur des traitements douteux comme la saignée et la purge avec des laxatifs pour rétablir l'équilibre des humeurs d'un patient. L'empereur Charlemagne serait mort de pneumonie pendant l'hiver. Hivernaux modernes puissent sembler accaparants sur le moment, ils pâlissent en comparaison de ce que les médiévaux affrontaient chaque année. Et peut-être pourrions-nous tirer une leçon d'eux, que l'empathie, la charité et un espoir irrépressible pour le printemps sont les meilleures façons de surmonter les épreuves que la vie nous impose, qu'il s'agisse d'un vortex polaire ou d'une pandémie. Embrassons tout le printemps à venir avec un cœur plein de gratitude, sachant que, peu importe la profondeur des congères, elles céderont finalement au soleil réchauffant. La dureté de l'hiver ne rend que plus doux l'éclosion du printemps. Et ainsi, comme un roi médiéval pourrait le dire, hivernons bravement pour que nous puissions jaillir éternellement.
Le givre craque sous les pas alors que vous avancez péniblement à travers les congères, la laine formant des nuages dans l'air glacé. Les stalactites scintillent dans la pâle lumière du soleil, suspendues aux avant-toits des huttes entorchies. Le village repose silencieux et immobile, blotti contre l'assaut de l'hiver. Voilà à quoi ressemblait l'hiver pour la plupart de nos ancêtres médiévaux, non pas les scènes confortables que nous imaginons de festins joyeux dans des châteaux douillet décorés de huées bourdonnant de musique et de rire. Non, pour la grande majorité, l'hiver était un temps de froid glacial, de faim lancinante et de survie sinistre. Le spectre de la faim hivernale n'était jamais loin. Avec les récoltes flétries et le bétail rare, mettre de la nourriture sur la table devenait une bataille quotidienne. Les réserves de céréales s'amenuisaient, et les herbes amères et les navets ratatinés étaient bientôt tout ce qui se dressait entre une famille et la famine. Un hiver rigoureusement froid en 1315, la récolte d'un homme anglais fut réduite d'un tiers à cause des tempêtes et du temps glacial. Les serfs désespérés en étaient réduits à manger les toits de paille de leur hutte et à bouillir le cuir de leurs chaussures, tout en étant encore forcés de travailler pour leur seigneur hautain. La malnutrition affaiblissait les défenses du corps contre les maladies hivernales. Un simple rhume pouvait rapidement se transformer en pneumonie ou bronchite mortelle. La grippe fauchait les villages comme une faux, abattant jeunes et vieux alors qu'ils frissonnaient dans leurs abris miteux. Avec les dents qui claquaient, les gens médiévaux se blottissaient ensemble contre le froid, entassés dans la chaleur relative des maisons aux volets clos. Pourtant, cette promiscuité confortable avait un coût. L'air vicié et enfumé, chargé de l'odeur des corps sales, des pots de chambre en décomposition et des joncs sales, était un terrain fertile pour la maladie. Dans un ménage du Suffolk du XIVe siècle, 13 membres de la famille, des grands-parents aux bébés dans les bras, ainsi que leurs poulets maigres et leurs chiens galeux, se blottissaient ensemble dans une petite maison enfumée tout l'hiver. Il est incroyable que certains en soient sortis vivants au printemps. La maladie n'était pas le seul danger tapi dans les longues nuits sombres. Les incendies étaient une menace constante dans les villes et villages de bois surpeuplés. Une étincelle mal dirigée pouvait rapidement devenir un brasier furieux, dévorant avidement les bâtiments étroitement regroupés. Le grand incendie de Londres en 1212 commença par une froide nuit de novembre, se propageant rapidement à travers les ruelles étroites de la ville alors que l'eau gelait dans les tuyaux. On estime que 3000 Londoniens blottis périrent dans les flammes, et beaucoup d'autres se retrouvèrent sans abri dans l'emprise glaciale de l'hiver. Voyager était particulièrement périlleux pendant ces mois glacials, les routes se dissolvaient en bourbiers boueux tandis que les blizzards obscurcissaient le chemin avec des tourbillons aveuglants. Avec la lumière du jour rare, les voyageurs risquaient de perdre leur chemin, trébuchant hors du sentier vers une tombe gelée. En 1311, la reine Isabelle d'Angleterre partit de Canterbury pour Londres. Alors que le crépuscule hivernal s'approfondissait en cette journée raccourcie, son groupe perdit la route et erra sans but jusqu'aux petites heures, tandis que la reine enceinte pleurait abondamment de peur et d'épuisement. L'assaut de l'hiver était tout aussi punitif pour les animaux de travail. Les chevaux et les bœufs devenaient maigres et faibles avec la maigre nourriture d'hiver, leur souffle laborieux fumait dans l'air glacial alors qu'ils tiraient des bûches et des charges à travers la neige jusqu'aux genoux. Les engelures noircissaient les extrémités et la glace fissurait les sabots et les rayons de roue. Pourtant, même dans les profondeurs sombres de l'hiver, les gens médiévaux trouvaient des éclats de lumière. La fête de Saint-Étienne, ou Boxing Day comme nous la connaissons aujourd'hui, était un temps de charité et de bonne volonté. Les boîtes d'aumônes dans les églises débordaient d'offrandes pour les pauvres, tandis que les seigneurs fournissaient des repas copieux aux locataires froids et affamés. La tradition du seigneur du désordre apportait une étincelle de festivité subversive aux jours les plus sombres. Un paysan modeste, un bouffon ou un diacre était couronné roi et présidait des réjouissances joyeuses marquées par l'ivresse, les inversions de rôle et les facéties d'une subversion temporaire de l'ordre établi. Malgré les privations et les dangers que posaient les hivers médiévaux, l'espoir persistait, gravé dans les souffles givrés et sans doute murmuré dans des prières ferventes. L'espoir que les faibles et les malades survivraient, que la nourriture durerait jusqu'au printemps, et que la lumière et la chaleur conquéraient à nouveau le froid oppressant. Alors cet hiver, lorsque vous grognez en pelletant l'allée, maudissez le thermostat ou vous refroidissez en attendant le bus, épargnez une pensée à ceux qui nous ont précédés. Nos ancêtres médiévaux faisaient face à la tâche herculéenne de survivre hiver après hiver avec peu des conforts que nous tenons pour acquis. Leur courage tranquille face à la cruauté de l'hiver est peut-être la plus grande leçon qu'ils ont à nous enseigner. Bien que nous ne connaîtrons jamais la plupart de leurs noms ou histoires, nous pouvons apprécier l'ampleur de leur lutte et trouver de l'inspiration dans leur endurance qui les a conduits à des jours plus lumineux. Le givre amer continuait son règne glacé, transformant le paysage en un pays des merveilles cristallins qui serait pittoresque s'il n'infligeait pas une immense difficulté aux habitants de la souffrance de ces sujets pendant l'horrible hiver de 1433.
Les médecins royaux lui prescrivaient un tonique de cannelle et de gingembre pour éloigner les humeurs froides, mais il sombrait néanmoins dans une profonde mélancolie, incapable de réchauffer ses mains même lorsqu'elles étaient pratiquement plongées dans l'âtre rugissant. Certains chuchotaient que c'était la punition de Dieu pour la faiblesse d'Henri en tant que dirigeant. En vérité, la dépression saisonnière était une affliction qui pouvait frapper n'importe quel homme, du roi le plus puissant au serf le plus humble. Alors que les jours commençaient lentement à s'allonger et que le poing serré de l'hiver commençait enfin à se relâcher, les gens se permettaient de rêver du printemps. Bientôt, priait-il, la terre dégèlerait et les premières pousses hésitantes apparaîtraient sur les arbres squelettiques. La grande roue de l'année agricole pourrait recommencer à tourner. Au premier jour du printemps, le premier lundi après l'épiphanie, les gens médiévaux célébraient le lundi du labour. C'était le moment où le premier sillon symbolique serait tracé dans la terre givrée, un présage plein d'espoir des récoltes à venir. Les hommes du village noircissaient leurs visages de suie pour porter chance et défilaient dans les ruelles boueuses avec leurs socs de charrue tenus haut, chantant des chansons grivoises pour réveiller le sol endormi. Ensuite, il y avait des danses, de la nourriture copieuse et beaucoup de consommation d'ale. C'était une promesse, un pacte que les jours sombres de l'hiver passaient et que des lendemains plus lumineux se profilaient. Le même cycle éternel se jouait à tous les niveaux de la société. Dans les grandes salles des ducs et des comtesses, les ménestrels entonnaient une mélodie joyeuse et les couples se lançaient dans une danse carole animée, plein d'optimisme pour la nouvelle année. Le roi organisait un festin somptueux pour sa cour, les tables débordant de délices comme du cygne rôti et des douceurs de massepain. Même le modeste paysan Gilles et sa progéniture ressentaient un poids se soulever de leurs épaules alors qu'ils s'aventuraient sur leur humble parcelle, Gilles serrant la poche de graines précieuses sauvegardées qui signifiait un avenir de ventre plein. La misérable veuve Agnès, qui avait frôlé la mort, se retrouvait à remuer un pot bouillonnant de potage, fredonnant sans mélodie. Elle avait traversé le gant de l'hiver pour voir une autre aube printanière. Loué soit Dieu! L'hiver était brutal, il n'y avait pas d'échappatoire à ce fait. Il apportait une multitude de misères et de difficultés, de la faim au froid glacial en passant par le spectre constant de la mort et de la maladie. Mais c'était aussi un temps où la véritable résilience et l'esprit communautaire des gens médiévaux brillaient. Face à l'abîme de la morosité hivernale, ils répondaient par la générosité, le courage et même une célébration provocante. Ils comprenaient que l'hiver faisait partie intégrante du grand cycle de la vie, et la meilleure façon de conquérir le froid était de se regrouper et de l'endurer ensemble. Alors, tandis que vous vous blottissez sous votre couette confortable, peut-être en vous plaignant de la facture de chauffage exorbitante ou en grattant un peu de givre de votre pare-brise, épargnez une pensée à vos ancêtres médiévaux. Réfléchissez à la manière dont ils ont survécu hiver après hiver dans un monde sans couvertures électriques, chauffage central, ni livraison d'épicerie en un clic. Bien que nos malheurs. Que la chaleur et la lumière revenaient. Une partie de cette exultation peut encore être entendue à travers les âges dans des airs folkloriques médiévaux animés et des versets qui accueillent le doux retour du printemps. Une chanson anglaise proclamait joyeusement « Ludsing Kuko, Growet Seden Blowet, Maiden Springet the New Sing Kuko », ce qui se traduit approximativement par « Chante fort coucou, la graine pousse et la prairie fleurit et le bois jaillit à nouveau, chante coucou ». La joie pure et irrépressible est palpable, débordant dans une rime simple mais évocatrice. Prenons donc un moment pour apprécier l'immense force, résilience et goût de la vie incarnée par nos ancêtres médiévaux. À travers les conditions les plus rudes imaginables, ils ont enduré, traversant chaque hiver avec la force de leurs dents et les liens de leur communauté. Et quand le soleil printanier et le chant des oiseaux brisaient enfin le silence oppressant de l'hiver, ils se réjouissaient de tout cœur, sachant qu'ils avaient une fois de plus triomphé de la cruauté de la nature. Alors que nous nous blottissons dans nos lits chauds, peut-être en grommelant à moitié sur le froid dehors nos fenêtres, nous pourrions épargner une pensée à ces âmes d'il y a longtemps, celles qui poussaient un soupir de pur soulagement alors que la neige cédait la place à la boue, ouvrant grand leurs volets et laissant l'air printanier s'engouffrer. Celles qui rencontraient la brutalité de l'hiver avec une ténacité et une volonté exubérante de vivre qui devraient nous humilier à ce jour. Que leur force soit un rappel pour nous lorsque nous faisons face à nos propres saisons sombres, littéralement ou métaphoriquement. S'ils pouvaient sortir des profondeurs de la privation hivernale avec une joie si débordante, alors nous aussi pouvons trouver des sources d'espoir pour nous soutenir. La fonte viendra, le soleil reviendra, et nous sortirons à nouveau dans la lumière, nos voix unies dans un cœur retentissant de « Ludsing Kuko ». Les blizzards et les gelées amères continuaient de tourmenter la terre, mais les gens médiévaux possédaient une résilience obstinée. Même dans les profondeurs les plus sombres de l'hiver, ils trouvaient des moyens de s'aider mutuellement à surmonter la tempête. Les voisins partageaient la maigre nourriture qu'ils avaient, organisant à tour de rôle des repas communautaires.
Les villages désignaient des jeunes hommes pour vérifier l'état des veuves âgées, leur apportant du bois de chauffage et réparant leurs cabanes délabrées. Une telle veuve était Agnès, une vieille femme sans famille pour s'occuper d'elle. Ses os lui faisaient mal dans le froid, et ses mains tremblaient alors qu'elle essayait en vain d'allumer un feu. Elle avait presque abandonné tout espoir lorsqu'on frappa à sa porte. C'était Tom, un robuste jeune du village, les joues rougies par le vent mordant. Il apportait non seulement une brassée de bûches, mais un sac de pois séchés et un morceau de porc salé donné par d'autres villageois. Des larmes de gratitude coulaient sur le visage ridé d'Agnès alors que Tom attisait un feu rugissant dans son âtre. Pour la première fois depuis des semaines, la chaleur revenait dans son corps frêle. De tels actes de générosité étaient courants en ces temps maigres. Les riches et même la noblesse n'étaient pas exempts de compassion. Lady Margaret, épouse du comte local, était connue pour sa charité pendant les mois d'hiver. Bien que ses gardes-manger de château soient bien garnis, elle insistait pour envoyer des chariots de céréales et de vivres conservés aux paysans les plus pauvres du domaine de son mari. Certains de ses pairs de haut rang se moquaient de cela, considérant la paysannerie à peine mieux que du bétail. Pourquoi gaspiller de la bonne nourriture pour eux? Mais Lady Margaret restait ferme dans son devoir chrétien de prendre soin des moins fortunés. Un hiver particulier, la famine frappa durement la région. Lady Margaret travaillait avec détermination pour étirer les provisions du château, ordonnant aux cuisiniers de concocter des soupes et des ragoûts consistants à distribuer aux pauvres affamés qui venaient mendier aux portes. Les garçons de cuisine grognaient face au travail supplémentaire, mais le cuisinier, un homme corpulent nommé Bernard, partageait le sens de la noblesse oblige de sa maîtresse. Il se lançait dans la tâche, enrichissant la soupe avec chaque dernier navet et pomme de terre du cellier. Les paysans affamés la buvaient avec gratitude, indifférents aux morceaux de mouton grumeleux flottant dans le bouillon gris. Pour certains, ce serait leur seul repas pendant des jours. Alors que l'hiver s'éternisait, même les coffres de Lady Margaret commençaient à s'épuiser. Elle se mit à vendre discrètement certains de ses bijoux et parures pour acheter plus de provisions dans les villes voisines. Son mari, le comte, choisissait de fermer les yeux, respectant la piété de sa femme même s'il s'inquiétait que cela les rende vulnérables au temps maigre même. L'Église jouait également son rôle en aidant les souffrants. Les monastères ouvraient leurs portes aux pauvres et aux infirmes, leur offrant un lit de paille chaud pour dormir et un repas quotidien de base de pain et d'ail. Certains géraient même des hôpitaux primitifs pour soigner les gelés et les gravement malades. Les moines voyaient cela comme leur devoir sacré, une manière d'imiter la compassion désintéressée du Christ. Frère Guillaume était un jeune novice chargé de s'occuper des malades à l'hôpital de son monastère. Bien que les vues et les odeurs de la maladie et de la décomposition lui retournaient l'estomac, il se forçait à verser du bouillon dans la bouche des anciens édentés et à changer les bandages imbibés depuis des plaies suintantes. Il priait fervemment pour la force d'endurer cette épreuve et pour que Dieu l'épargne des pires ravages de l'hiver, car l'hiver était le grand égalisateur, frappant riches et pauvres avec sa faux glacée. Certes, les riches pouvaient se permettre des vêtements de laine plus épais et des luxes comme du vin chaud épicé, mais ils frissonnaient toujours dans leur manoir plein de courants d'air et s'inquiétaient de leurs réserves en diminution. La mort venait aussi pour eux sous forme de maladie née de l'hiver. La noble dame Isabelle était enceinte pendant une vague de froid particulièrement vicieuse. Séquestrée dans sa chambre de confinement, elle avait tout le confort, un âtre crépitant, des monceaux de fourrure, et des servantes attentives pour répondre à chacun de ses besoins. Mais la contagion a une manière de se faufiler même à travers les murs de château les plus épais. Une fille de cuisine avec une tour rauque apporta à Lady Isabelle un posset de lait chaud et d'herbe. En quelques jours, la future mère brûlait de fièvre, ses poumons sifflant. L'enfant arriva trop tôt, un petit brin de « chose qui ne respira jamais », à la fin de la semaine, Lady Isabelle était morte également. Le roi lui-même n'était pas à l'abri. Henri VI, une âme pieuse et douce, s'inquiétait sans fin de là. Par la faim qui leur tenaillait le ventre et le givre sur leurs moustaches. Oui, l'hiver. C'était une période particulièrement éprouvante pour les échelons les plus bas de la société médiévale, mais même la noblesse, cocoonée dans leur grand château plein de courants d'air, était loin d'être à l'abri des privations de la saison. Bien des jeunes filles de sang bleu gémissaient de désespoir alors que leur robe de soie inestimable se révélait inutile contre l'humidité froide des murs de pierre. Les cuisines des châteaux s'efforçaient de concocter assez de plats chauds pour réchauffer les entrailles nobles. On raconte que le roi Henri II d'Angleterre, terrassé par un grave cas de frissons hivernaux, brûla une chaise entière juste pour réchauffer son postérieur royal pendant un moment ou deux béni. Ses serviteurs désespéraient, sachant que le tempérament de Sa Majesté risquait de s'enflammer encore plus vite que les meubles s'ils restaient inconfortablement froids trop longtemps. Mais pour les paysans comme pour les rois, l'hiver semblait s'éterniser interminablement,
une lutte incessante de misère gelée. Le seul répit venait des célébrations ou jours de fêtes occasionnelles, de brèves îles de réjouissance dans l'océan sombre de l'hiver. Les gens saisissaient ces moments de lumière et de légèreté, les chérissant comme un homme qui se noie aspire à l'air. Peut-être la plus attendue était la fête de Saint-Étienne le 26 décembre, un jour de réjouissance débridée et de renversement délicieusement subversif de fortune. Par une ancienne tradition, un simple paysan était couronné seigneur du désordre ce jour-là, régnant avec joie sur ses supérieurs dans un délicieux acte de rébellion sanctionné. On ne peut qu'imaginer les éclats de rire tonitruants qui résonnaient alors que le plus humble serf donnait des ordres au baron local avec une morgue moqueuse. Pendant une journée glorieuse, les règles et hiérarchies normales s'effaçaient, et tous se réjouissaient ensemble en tant qu'égaux. La morne monotonie de l'hiver semblait reculer, repoussée par l'éclat lumineux de la joie communale. Mais bien assez tôt, les festivités joyeuses prenaient fin, le désordre était rétabli, et la dure réalité froide de l'hiver redescendait. Les gens retournaient à leur foyer et à leur corvée, la morsure du vent semblant se moquer de la chaleur éphémère de la camaraderie. La bataille contre le siège sinistre de l'hiver reprenait sans relâche. Et pourtant, même dans les profondeurs les plus sombres de l'hiver, il y avait des actes discrets de courage et de compassion qui faisaient fondre le givre des cœurs les plus fatigués. Les voisins partageaient des provisions rares avec ceux encore moins fortunés, faisant preuve d'une générosité d'esprit qu'aucun froid ne pouvait diminuer. Une certaine dame Mathilda de York aurait, dit-on, donné son seul manteau à une pauvre mendiante, frissonnant elle-même sur le long chemin du retour. Lorsqu'on lui demanda pourquoi elle renonçait à sa seule défense contre le froid brutal, elle sourit simplement avec sérénité et dit « La chaleur de la bonté humaine est un feu qui ne s'éteint jamais ». Une telle abnégation, une telle noblesse d'esprit, étaient l'arme secrète dont les gens médiévaux s'armaient contre la batterie incessante de l'hiver. Car bien que l'hiver puisse geler leurs doigts et leurs orteils, ils ne pouvaient toucher l'été invincible qui régnait éternellement dans leur cœur. Et ainsi, ils ont enduré, ils ont persisté, ils ont triomphé à leur manière de la saison la plus rude. Les premières pousses vertes du printemps étaient plus qu'un spectacle bienvenu, elles étaient un témoignage vivant de la ténacité de la volonté humaine, de l'esprit indomptable qui pouvait survivre à n'importe quel hiver, peu importe son obscurité ou son froid. Alors que nous nous blottissons plus profondément sous nos couvertures électriques confortables, peut-être devrions-nous nous souvenir des épreuves et des triomphes de nos ancêtres médiévaux. Car dans leur lutte incessante contre les éléments, dans leur refus obstiné de s'incliner devant la fureur capricieuse de la nature, ils ont forgé un héritage de résilience qui nous réchauffe encore aujourd'hui. Les vents froids de l'hiver peuvent encore gémir dehors nos fenêtres, mais nous pouvons tirer de la force de la connaissance que s'ils pouvaient braver le froid brutal avec rien d'autre qu'un manteau et leur esprit humain inextinguible, alors nous pouvons sûrement survivre jusqu'à ce que le printemps arrive à nouveau. Le printemps enfin. Alors que l'emprise glaciale de l'hiver commençait enfin à se relâcher, les gens médiévaux attendaient avec impatience le retour d'un temps plus clément. Ils avaient enduré des mois de froid mordant, blottis dans des quartiers exigus, les estomacs grondant des maigres rations d'hiver. Mais maintenant, alors que le soleil s'attardait un peu plus dans le ciel chaque jour, scintillant sur la neige fondante, il y avait de quoi célébrer à travers le pays. Les gens émergeaient de leur cocon d'hiver, clignant des yeux dans la lumière vive du printemps, comme des ours sortant de l'hibernation. Les enfants jaillissaient de leur maison, se délectant de la sensation des brises fraîches sur leur visage au lieu de la morsure piquante du vent d'hiver. Avec des rires joyeux, ils couraient à travers la boue gluante, s'émerveillant des premiers crocus courageux perçant leurs pétales à travers le sol dégelé. Dans les champs, les fermiers attendaient avec impatience le lundi du labour, le début traditionnel de l'année agricole, survenant le premier lundi après l'épiphanie. Il marquait le moment où le sol s'était suffisamment adouci pour que le labourage puisse commencer. Les chevaux de trait et les bœufs étaient attelés aux charrues et défilaient dans les rues du village, parés de guirlandes et de rubans aux couleurs vives. Les cloches de l'église sonnaient joyeusement au passage du cortège, un début festif pour la saison de croissance à venir. Il y avait un sentiment palpable de soulagement alors que les cheminées fumaient à nouveau, plus étouffées par la neige et la glace. La menace des engelures et des maladies reculait avec les bancs de neige. Les visages plissés par les soucis de la survie hivernale se transformaient maintenant en sourires pleins d'espoir. Bientôt, les produits vibrants du printemps et de l'été remplaceraient le gruau préservé fade et le fromage dur qui les avait à peine soutenus à travers les longs mois sombres. Il est peut-être difficile pour nous d'imaginer, de notre point de vue moderne, à quel point ce changement saisonnier était capital. Nous pouvons grogner à propos des routes boueuses ou gémir de perdre une heure de sommeil à cause de l'heure d'été, mais pour nos ancêtres médiévaux, l'arrivée du printemps était rien moins qu'une affirmation de la vie. Cela signifiait qu'ils avaient résisté à l'assaut brutal de l'hiver, repoussant la famine et la maladie pour une année de plus. Les arbres squelettiques se parant à nouveau de verre étaient,
une réflexion extérieure de la repousse et du renouveau intérieur que les gens médiévaux ressentaient alors. Commerce florissant, offrant camaraderie, divertissement et une évasion du froid mordant. L'ivresse menait souvent à des langues plus déliées et des inhibitions moindres déclenchaient des débats animés, des chansons grivoises, et parfois une bagarre ou deux. Les journées courtes et sombres de l'hiver se prêtaient également à une réflexion tranquille et à une contemplation spirituelle. L'Église avait une grande influence sur l'esprit médiéval, et l'hiver était un temps pour se rapprocher de Dieu. Avec le travail agricole au ralenti, plus de temps pouvait être consacré à la prière, à la pénitence et aux bonnes œuvres. Les pièces de théâtre de la Nativité et les cortèges de la période de Noël cédaient la place à des dévotions plus sobres à mesure que l'hiver s'approfondissait. Les pieux pouvaient entreprendre des pèlerinages vers des sites saints, bravant les conditions difficiles comme signe de leur engagement et de leur dévotion. D'autres passaient des heures dans des églises silencieuses, manipulant des chapelets engourdis par le froid et méditant sur le rame éternel. La charité était également une valeur hivernale importante, l'aumône étant considérée comme un devoir chrétien. Les 7 actes de miséricorde corporelle traçaient un plan de générosité, nourrir les affamés, donner à boire aux assoiffés, abriter les sans-abri, vêtir les nus, visiter les prisonniers, réconforter les malades et enterrer les morts. Dans une saison de rareté et de difficulté, de petits gestes de bonté humaine pouvaient faire toute la différence. Bien sûr, la dureté de l'hiver révélait parfois le pire de la nature humaine également. La criminalité avait tendance à augmenter à mesure que le désespoir s'installait, et les opportunités de vol augmentaient avec les gens passant plus de temps à l'intérieur dans des quartiers rapprochés. Les tempéraments s'échauffaient souvent, entraînant une augmentation des agressions et autres crimes violents. Le système de justice médiéval était mal équipé pour faire face à cette montée saisonnière de l'anarchie. Les procès étaient souvent retardés jusqu'à ce que le temps s'améliore, laissant les accusés languir dans des cachots humides et surpeuplés. Les punitions pouvaient être sévères, avec des amendes, des flagellations et même des exécutions infligées à ceux reconnus coupables. Mais même face aux réalités sombres de l'hiver, l'esprit humain indomptable persistait. Les gens trouvaient de petites joies et des moments de légèreté là où ils pouvaient. La promesse lointaine du printemps les soutenait à travers les nuits les plus sombres et les plus froides. Les jours qui s'allongeaient en février apportaient un répit bienvenu avec la fête de Saint-Valentin le 14. Ce rite païen ancien de fertilité, christianisé en une célébration de l'amour, était adopté avec enthousiasme par les gens du Moyen-Âge. C'était un point lumineux de chaleur et de tendresse au cœur même des profondeurs de l'hiver. La coutume de tirer des noms pour les amoureux de la Saint-Valentin était bien établie au XVe siècle. Les dames et les jeunes hommes éligibles se rassemblaient pour tirer des bouts de papier dans un bol, scellant leur sort romantique pour l'année suivante. Ces appariements annuels menaient souvent à des flirts joyeux et parfois même à des mariages. Les fleurs, les sucreries et les vers sentimentaux étaient des gages d'affection courants échangés entre les amoureux de la Saint-Valentin. Le simple fait de recevoir une carte faite à la main d'un admirateur pouvait faire battre les cœurs, même par le temps le plus glacial. L'hiver, avec tous ces mots, ne pouvait geler les feux de l'amour. Alors que la fête de Saint-Valentin passait au carême, les austérités de la saison s'intensifiaient, mais il y avait un sentiment que le pire était maintenant derrière et que des jours plus lumineux se profilaient à l'horizon. Les personnages et les crocus perçant leurs têtes fragiles à travers le givre offraient une preuve tangible que le règne glacé de l'hiver s'affaiblissait enfin. Tout au long du Moyen-Âge, le cycle implacable des saisons façonnait chaque aspect de la vie, et aucune saison ne laissait sa marque plus fermement que l'hiver. C'était un temps de privation et de difficulté où la simple survie était une réussite. Et pourtant, c'était aussi un temps de résilience et de force tranquille face aux éléments les plus rudes. L'hiver médiéval était une épreuve de l'esprit humain, un terrain d'épreuve pour les valeurs de la foi, de la famille et de la communauté. Les stalactites scintillantes, les prairies givrées et les longs champs pouvaient être une scène digne d'une carte postale, mais les réalités de la saison étaient tout sauf pittoresques. Cependant, ce creuset de neige, de glace et de manque a également forgé un peuple d'une résilience et d'une endurance remarquables. Le Moyen-Âge fut construit sur le dos de ceux qui pouvaient résister au pire que l'hiver avait à offrir et trouver encore des raisons d'espérer le printemps. Il n'y a peut-être pas de plus grand hommage à leur vitalité obstinée. Alors, la prochaine fois que vous vous plaignez d'un train retardé ou d'un trottoir boueux, épargnez une pensée à vos ancêtres médiévaux. Dépourvus de chaussettes thermiques, de chauffage central ou d'application météo, ils affrontaient chaque hiver comme une bataille à mener avec toutes les ressources à leur disposition, et ils en sortaient victorieux. Printemps après printemps, nous sommes les héritiers et les bénéficiaires de leur ténacité et de leur esprit indomptable. Et avec cela, je vous laisserai à votre lit chaud et votre couverture électrique, rassurés par la connaissance que l'hiver a été largement apprivoisé,
grâce en grande partie à ceux qui nous ont précédés et nous ont montré comment faire. Que vos rêves soient de chutes de neige douce et de foyers chaleureux, et que vous vous réveilliez dans un monde où l'hiver est plus un ami qu'un ennemi. Alors que le faible soleil d'hiver peinait à percer les nuages gris maigres, les gens de l'Europe médiévale frissonnaient et serraient leurs maigres manteaux plus fort autour de leurs épaules. Les vrilles glacées de l'emprise de l'hiver semblaient s'infiltrer jusqu'à la moelle de leurs os, les glaçant jusqu'au cœur. Pour les paysans les plus pauvres, l'ironie cruelle était que leurs vêtements de laine en lambeaux, qui semblaient si oppressivement chauds et collants dans les labeurs étouffants de l'été, offraient à peine plus de chaleur qu'un voile de gaz contre l'assaut mordant de l'hiver. Ils se blottissaient ensemble dans leurs taudis, reconnaissant pour la maigre chaleur dégagée par un feu enfumé, leur souffle formant de la buée dans l'air glacial. Les animaux ressentaient aussi la morsure de l'hiver. Les côtes du vieux cheval de tressaillaient sous son pelage hirsute, rêvant avec nostalgie de l'herbe luxuriante de l'été depuis longtemps disparue alors qu'il mangeait sa portion de foin. La vache laitière mugissait plaintivement, ses lèvres gercées et rugissantes dans les courants d'air glacial qui traversaient les murs de l'étable. Même les chats de grange semblaient un peu moins arrogants, leur dédain habituel émoussé. Traitements efficaces, les épidémies de grippe pouvaient décimer des communautés entières. L'hiver de 1557 fut particulièrement brutal, avec une souche virulente de grippe déferlant sur l'Europe. À Paris seulement, plus de 10 000 âmes périrent. La pneumonie était un autre tueur furtif, s'attaquant à ceux affaiblis par la faim ou d'autres maladies. L'humidité hivernale s'infiltrait dans les poumons, les remplissant de liquide jusqu'à ce que la victime se noie littéralement. Les espaces de vie surpeuplés offraient le terrain idéal pour que la pneumonie se propage rapidement. Il n'était pas rare que plusieurs membres de la même famille succombent, laissant des orphelins et des vies brisées dans son sillage. Même la royauté n'était pas épargnée par les ravages des maladies hivernales. En fait, la maladie se propageait souvent encore plus rapidement dans les châteaux et les cours en raison du flux constant de personnes entrant et sortant. Un dignitaire ou un pèlerin en visite pouvait involontairement apporter la pestilence avec son entourage. Henri VIII perdit sa femme bien-aimée, Jane Seymour, à cause de complications postnatales probablement aggravées par les pratiques hygiéniques médiocres de l'époque. Les enfants étaient peut-être les plus vulnérables de tous. Le temps rigoureux, les rations maigres et les conditions insalubres se combinaient pour faire de l'hiver un moment véritablement dangereux pour les jeunes. Les nourrissons nés pendant les mois froids faisaient face à un début de vie particulièrement précaire. À Londres dans les années 1500, la moitié des enfants ne survivaient pas jusqu'à leur 5e anniversaire. Une pratique poignante de l'époque en dit long, la coutume du lacet d'os consistait à attacher un ruban noir à la main d'un nourrisson gravement malade. Si l'enfant venait à mourir, ce ruban pouvait alors être utilisé pour sécuriser son linceul funéraire, un rappel sombre du lourd tribut de l'hiver sur les plus innocents. Avec le danger tapi à l'extérieur comme à l'intérieur des maisons, l'hiver était un moment pour se barricader et prier pour la survie. Pour ceux aux moyens limités, même les conforts de base comme un abri, de la nourriture et de la chaleur ne pouvaient être tenus pour acquis. L'emprise glaciale de la pauvreté hivernale était implacable et sans pitié. Le bois de chauffage était une denrée précieuse, avec des lois strictes régissant la collecte des branches tombées dans les forêts. Une famille paysanne pouvait se blottir autour d'un feu improvisé de fumier séché et de paille, s'efforçant d'obtenir une chaleur bien faible. Le bétail frissonnant partageait la chaleur disponible, son souffle fumant dans l'air glacial. Les réserves alimentaires se réduisaient à une subsistance maigre de viande salée, de pois séchés et de pain grossier. L'abondance de la récolte automnale n'était qu'un lointain souvenir, et les premières verdures timides du printemps étaient encore à des mois de distance. La recherche de nutriments hivernaux signifiait fouiller le paysage austère pour des aliments robustes comme les orties, l'ail et les champignons. La rareté des légumes frais en hiver donnait des pots de dîner bien mornes. Un potage typique pouvait contenir des pois, des haricots, du porc salé, avec de la chance, quelques légumes verts et oignons sauvages pour la saveur. Sans goût et monotone, mais suffisant pour maintenir le corps et l'âme ensemble jusqu'au printemps. Pour beaucoup, même cette monotonie peu attrayante était un luxe inatteignable. Les tempêtes, les sécheresses, les parasites et autres calamités pouvaient anéantir les réserves alimentaires, plongeant des régions entières dans la crise. La grande famine de 1315 fut un moment particulièrement déchirant causé par des pluies incessantes qui firent pourrir les cultures dans les champs à travers l'Europe du Nord. Les récits contemporains peignent un tableau glaçant de personnes désespérées réduites à manger des chiens, des chevaux, et même de la chair humaine dans leur faim. On disait que des parents étouffaient leurs enfants affamés par miséricorde. Les cadavres jonchaient les rues et les champs, trop nombreux pour un enterrement approprié. Bien que cette famine ait été remarquable par sa gravité et son échelle, les échecs de récolte localisés et les pénuries alimentaires étaient une menace toujours présente.
Une diète hivernale médiévale marchait sur une corde raide entre subsistance et famine. C'était un temps de repli avec la connaissance que les choses allaient probablement empirer avant de s'améliorer. Au-delà de la survie de base, l'hiver affectait chaque facette de la culture médiévale. Les loisirs, le culte religieux, et même le crime et la punition portaient l'empreinte indéniable de la saison. La pure monotonie de gratter une existence dans le froid glacial colorait tous les aspects de la vie. Socialement, l'hiver était un temps de repli et de reliance sur les liens familiaux et communautaires. Les rassemblements joyeux autour de la bûche de Noël cédaient la place à des activités plus sobres. Avec des voyages périlleux et la lumière du jour rare, les gens se tournaient vers l'intérieur pour le divertissement et l'enrichissement pendant les longues soirées sombres. Raconter des histoires et chanter des chansons aidait à passer les heures. La lumière vacillante des lampes à suif ou des chandelles de suif illuminait des scènes de couture, de tissage et de sculpture sur bois. Avec des mains oisives considérées comme le terrain de jeu du diable, l'industrialité était plus une nécessité qu'une vertu. La réclusion de l'hiver offrait au moins amplement de temps pour de telles activités utiles. Pour les lettrés, l'hiver offrait une chance de se blottir avec un bon livre, bien que ce fût un club plutôt exclusif en Angleterre à la fin du XVe siècle. La bibliothèque d'un humble commerçant pouvait se vanter d'une Bible, d'un livre d'heures, et peut-être de quelques contes joyeux ou histoires de Robin des Bois. Seuls les riches pouvaient se permettre les volumes richement enluminés si prisés par les bibliophiles. Ceux qui savaient lire le faisaient souvent à haute voix pour le bénéfice et le divertissement de tout le ménage. L'hiver était un temps pour partager des histoires précieuses de chevaliers courageux, de rusés farceurs et d'amants maudits. Les aventures chevaleresques du roi Arthur et de sa cour étaient des favoris pérennes, leurs intrigues complexes et leurs thèmes nobles aidant à transporter les auditeurs bien au-delà des confins étroits de leur refuge hivernal. Des divertissements moins sains servaient également à égayer l'ennui des journées d'hiver. Le jeu de dés était un passe-temps populaire, menant souvent à des tempéraments échauffés et des bourses vides. Le cliquetis des osselets et le bruit des dés résonnaient dans de nombreuses tavernes et grandes salles alors que des fortunes étaient gagnées et perdues. La boisson était une autre distraction hivernale courante, les conforts fermentés de l'ale, de l'hydromel et du vin aidant à augmenter la température corporelle et les esprits. Les auberges faisaient un roturier était nommé seigneur du désordre, recevant l'autorité temporaire de présider aux festivités et d'émettre des décrets ludiques à ses supérieurs. Toujours éphémère, cet acte de licence saturnienne offrait une soupape de pression vitale pour les tensions et ressentiments bouillonnants engendrés par la hiérarchie féodale oppressive. Les lignes rigides entre seigneurs et vassaux s'estompaient pour une journée remplie de joie où tous pouvaient participer en tant qu'égaux au festin, jeux et réjouissances. Le sentiment de communauté favorisé par de telles célébrations était plus qu'une simple distraction, c'était un mécanisme de survie crucial. Avec la cruauté de l'hiver menaçant de briser le corps et l'esprit, les liens de camaraderie et de bonne volonté forgés pendant la fête de Saint-Étienne et autres réjouissances similaires aidaient à soutenir la population à travers les périodes les plus maigres. Une chronique de 1377 raconte l'histoire émouvante de deux familles paysannes, voisines dont les maigres réserves d'hiver s'étaient épuisées bien avant l'arrivée du printemps. Au bord de la mort par la faim, elles ont mis en commun les derniers de leurs ressources en lambeaux pour partager un repas humble lors de la fête de Saint-Étienne. Ce geste de générosité et d'unité leur a donné la force d'endurer les ravages restants de la saison. De tels actes de compassion formaient la moelle même de la société médiévale. En hiver, lorsqu'une main tendue à un voyageur gelé ou une bûche supplémentaire donnée à une veuve tremblante pouvait faire la différence entre la vie et la mort, le but commun et sombre de surmonter ensemble l'assaut de l'hiver façonnait une culture d'interdépendance qui défiait la stratification souvent impitoyable de l'époque. Mais même les expressions les plus chaleureuses de convivialité et de camaraderie finissaient inévitablement par se refroidir alors que la misère incessante de l'hiver s'étendait interminablement. La fête de Saint-Étienne n'était qu'une petite étincelle de lumière et de légèreté au milieu de l'obscurité gelée, une pause momentanée avant le morne combat de janvier, février et mars. Alors que les réserves diminuaient, que les ventres avaient faim et que le froid s'infiltrait au-delà des foyers les plus soigneusement entretenus, la faible promesse d'un printemps lointain semblait s'estomper dans l'impossible. Et pourtant, année après année, la société médiévale a enduré contre toute attente. À travers une adversité et des épreuves inimaginables, ils s'accrochaient à l'existence, soutenus par le courage, la force et la camaraderie forgées dans le creuset impitoyable de l'hiver. Alors que la terre restait endormie et que le soleil se retirait, ils trouvaient en eux-mêmes la ténacité de continuer. On ne peut qu'imaginer le flot de soulagement et de joie profond qui accueillait les premiers signes timides du passage de l'hiver, l'adoucissement léger de l'air glacial, l'allongement progressif de la lumière du jour, le goutte à goutte plein d'espoir des stalactites cédant aux rayons croissants du soleil. Après des mois de lutte incessante,
la vue des premières batailles perdues de la saison contre les forces de la lumière et de la vie devait sembler rien moins que miraculeuse pour les laboureurs épuisés par la bataille. Aucun jour n'était plus attendu que le lundi du labour, le début traditionnel de l'année agricole, tombant le premier lundi après l'épiphanie en janvier. Il annonçait le dégel imminent et le réveil de la terre. Bien que les rigueurs les plus profondes de l'hiver n'aient pas encore complètement relâché leur emprise, les préparatifs rituels du lundi du labour offraient un talisman tangible d'espoir, une assurance de l'assouplissement inévitable de l'hiver et du retour du printemps. On peut imaginer un patchwork de champs labourés émergeant lentement des neiges et des gelées en recul, les équipes de traits nouvellement attelées s'appuyant sur le premier retournement hésitant du sol gelé. Avec chaque motte retournée pour saluer le soleil grandissant, l'homme médiéval portait un autre coup à la souveraineté en recul de l'hiver et proclamait sa persistance obstinée face aux caprices de la nature. Nous, dans le monde moderne, avec notre chauffage central et nos couvertures électriques, nos garde-manger bien garnis et nos infrastructures résilientes, pouvons à peine imaginer l'immense force nécessaire pour endurer la brutalité incessante d'un hiver médiéval. Si les impositions de la saison nous semblent intimidantes maintenant depuis le confort de nos bulles à température contrôlée, combien la véritable souffrance hivernale doit-elle être incompréhensible? Et pourtant, lorsque nous nous plaignons des désagréments mineurs d'un vol retardé ou d'un trajet embourbé par la pluie, peut-être devrions-nous réfléchir à la misère incessante vécue par nos ancêtres pendant ces interminables mois gelés. Quelle réserve de résilience et de ténacité ils devaient puiser année après année simplement pour survivre. Leur capacité à extraire des moments de célébration et de camaraderie au milieu d'une telle privation incessante semble presque surhumaine pour nos sensibilités modernes. Qu'ils aient non seulement résisté aux ravages de l'hiver, mais réussi à trouver des éclats de lumière dans l'obscurité englobante est un témoignage de l'esprit indomptable qui sommeille en nous tous, attendant d'être réveillé par l'appel claironnant de l'adversité. Alors, la prochaine fois que nous sentons nos mécontentements modernes commencer à nous irriter, peut-être devrions-nous jeter nos esprits en arrière vers les épreuves glacées de nos prédécesseurs. En souvenir de ceux qui nous ont précédés, saisissons l'opportunité de puiser dans nos propres réserves dormantes de courage et de patience. Et alors que nous nous blottissons avec gratitude dans nos lits chauds, épargnons une pensée à tous ceux qui ont combattu le siège amer de l'hiver armés uniquement des armes de la volonté, de la camaraderie et de l'espoir indéfectible. Alors que l'année nouvelle commençait et que les festivités du lundi du labour s'estompaient dans la mémoire, la vie médiévale reprenait son rythme hivernal familier. Des journées courtes et glaciales et de longues nuits givrées étaient les caractéristiques de la saison. Les chanceux se retiraient dans la maigre chaleur de chaumières enfumées et de manoirs pleins de courants d'air. Pour les moins privilégiés, l'hiver signifiait une bataille constante contre les éléments justes pour survivre. L'une des plus grandes épreuves hivernales était la menace toujours présente de la maladie. Dans les conditions de vie exiguës et insalubres de l'époque, la maladie pouvait se propager comme un feu de forêt. Le rhume commun était une misère peu commune, laissant les malades avec le nez rouge et les yeux larmoyants. Mais des maladies bien plus graves traquaient également la population. La grippe était un ennemi redoutable, frappant jeunes et vieux avec sa fièvre révélatrice, ses frissons et ses douleurs. À une époque sans vaccin ni Étienne, célébré chaque année le 26 décembre. Pendant un bref moment, les hiérarchies sociales rigides de la société médiévale étaient renversées, un paysan ou un serf étant couronné seigneur du désordre pour la journée. Cet individu chanceux présidait une célébration tumultueuse remplie de nourriture, de boissons et de réjouissances, un rare moment d'indulgence dans une existence autrement austère. Mais peut-être le symbole le plus durable de l'espoir pendant l'hiver médiéval était l'acte simple de se réunir dans un monde où la survie dépendait souvent de la force de la communauté. Les liens familiaux et amicaux prenaient une importance profonde. Imaginez, si vous voulez, un petit village blotti contre la neige. La fumée des cheminées se mêle au ciel plombé, signe de vie au milieu du paysage désolé. À l'intérieur des maisons, les familles se serrent autour de l'âtre, racontant des histoires et partageant les maigres restes de nourriture qu'ils ont. Il y a un sentiment d'unité ici, un objectif commun face à l'adversité. Les voisins marchent dans la neige pour vérifier l'état des uns et des autres, apportant du bois de chauffage supplémentaire ou un pot de ragoût à ceux dans le besoin. Dans la lumière vacillante du feu, les visages sont marqués par la fatigue mais aussi par une détermination tranquille. Ils ont survécu aux hivers passés, et ils survivront à celui-ci aussi. Et ainsi, les longs mois froids avancent, la neige s'accumulant plus haut et la glace s'épaississant de jour en jour. Mais même dans les profondeurs les plus sombres de l'hiver, il y a une lueur d'espoir à l'horizon. Car les gens de l'époque médiévale savaient que, peu importe la brutalité de la saison, le printemps reviendrait. Ils guettaient les premiers signes avec un œil attentif et exercé, l'allongement léger des jours, l'adoucissement de la terre sous la neige. Et quand enfin le dégel commençait,
il était célébré avec une joie et une révérence que nous pouvons à peine imaginer aujourd'hui. Le lundi du labour marquait la fin officielle de la saison hivernale, un jour où le travail dans les champs pouvait recommencer. Les charrues, restées inutilisées si longtemps, étaient sorties et bénies lors de cérémonies élaborées, symbole du cycle de vie renouvelé. Alors que les premiers sillons étaient tracés dans la terre, un sentiment palpable de soulagement et de gratitude emplissait l'air. La vie avait été dure, oui, parfois cruellement dure, mais ils avaient enduré le long obscur de l'hiver, à travers la faim, le froid et l'incertitude. Les gens de l'Europe médiévale s'étaient accrochés à la promesse du printemps, et maintenant, alors que la terre commençait à dégeler et que les pousses vertes perçaient vers le soleil, cette promesse était accomplie. C'est une résilience difficile à concevoir dans notre époque moderne de commodité et de confort. L'idée de faire face à une telle adversité année après année est presque inimaginable. Et pourtant, il y a quelque chose de profondément humble dans la connaissance que nos ancêtres l'ont fait. Ils ont affronté la réalité brutale de leur monde avec une force et une résilience qui sont rien moins que remarquables. Ils ont trouvé de l'espoir dans les moments les plus sombres et de la joie dans les choses les plus simples. Ce faisant, ils nous ont laissé un héritage de résilience qui résonne à travers les âges. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouvez à frissonner un jour d'hiver froid, prenez un moment pour vous souvenir de ceux qui nous ont précédés. Souvenez-vous de leur lutte et de leur triomphe, de leur peine et de leur joie. Et par-dessus tout, souvenez-vous de l'esprit humain indomptable qui les a portés à travers même les hivers les plus rudes. Car en fin de compte, c'est peut-être la plus grande leçon que nous puissions tirer du monde médiéval, peu importe l'obscurité de la nuit ou la froideur du vent, la promesse du printemps est toujours là, juste au coin. Et avec cela, chers auditeurs, nous arrivons à la fin de notre voyage à travers les hivers brutaux de l'Europe médiévale. J'espère que ces récits de difficultés et de résilience ont apporté une nouvelle perspective à vos propres expériences de la saison. Puissiez-vous toujours trouver chaleur et confort dans les liens familiaux et communautaires, tout comme nos ancêtres l'ont fait il y a si longtemps. Et que la promesse du printemps illumine votre chemin à travers même les nuits les plus froides. Merci de m'avoir rejoint dans ce coin chaleureux de l'histoire, et souvenez-vous, si vous avez apprécié notre temps ensemble ce soir, j'aimerais que vous vous abonniez et partagiez ces histoires avec un ami. Il y a tant d'autres récits fascinants à explorer ensemble, mais pour l'instant, je vous souhaite une bonne nuit. Restez au chaud, restez en sécurité, et je vous retrouverai la prochaine fois pour un autre voyage dans le passé. Doux rêve. Alors que les conditions brutales de l'hiver resserraient leur emprise glaciale sur la société médiévale, même les plus privilégiés n'étaient pas à l'abri de l'assaut impitoyable de la saison. Dans des châteaux primitifs et mal équipés pour les mois les plus rudes, les foyers royaux faisaient face à un défi redoutable pour repousser le froid mordant et maintenir la cour correctement approvisionnée. La logistique de l'entretien d'une résidence royale pendant l'hiver était tout simplement colossale. D'énormes quantités de bois de chauffage devaient être stockées pour alimenter les foyers rugissants qui constituaient la seule source de chaleur. Le personnel de cuisine travaillait sans relâche pour préserver les viandes, les céréales et les légumes qui soutiendraient la cour pendant les longs mois maigres où les produits frais étaient rares. Les serviteurs s'efforçaient de sceller chaque fissure et interstice pour empêcher le froid insidieux de pénétrer, mais même les préparatifs les plus diligents se révélaient souvent insuffisants contre l'assaut incessant de l'hiver. Dans un récit particulièrement glaçant, on dit qu'une reine médiévale est tragiquement morte d'exposition dans les murs de son propre palais. Selon les chroniqueurs, la reine Élisabeth de Hongrie fut trouvée gelée dans son lit un matin glacial de janvier 1326, victime du château même qui était censé être son refuge. Comme ses destins sinistres le démontrent, le spectre de la mort jetait son ombre menaçante sur le monde médiéval dans les profondeurs sombres de l'hiver. Mais même au milieu de tant de morosité, l'esprit humain indomptable persistait et trouvait des raisons de raviver l'espoir. Pour une grande partie de la population, cette faible lueur venait sous la forme de la fête de Saint-Étienne, une célébration chérie de la mi-hiver tombant le 26 décembre. Ce jour marquait une brève pause dans la monotonie et les privations incessantes de la vie paysanne, une rare occasion sanctionnée de réjouissance et d'indulgence. Au cœur de la fête se trouvait la tradition du désordre, une inversion cérémonielle de l'ordre social normal. Pour ce seul jour, bonjour, voyageurs fatigués, et bienvenue dans ce coin chaleureux de l'histoire. Avant de commencer notre voyage dans les hivers rigoureux de l'époque médiévale, je tiens à vous adresser un accueil chaleureux, chers auditeurs. Que vous soyez blottis sous vos couvertures, prêts à vous endormir, ou simplement en quête de détente avec une narration historique apaisante, je suis ravi que vous ayez choisi de me rejoindre ce soir. Si cela ne vous dérange pas, j'aimerais savoir d'où vous nous écoutez dans le monde et quelle heure il est pour vous en ce moment. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me le dire.
C'est toujours un plaisir de voir la communauté diversifiée d'amateurs d'histoire réunis ici. Et si vous appréciez ce style de récit calme et immersif du passé, cliquez sur le bouton d'abonnement pour ne pas manquer le prochain épisode. Mais pour l'instant, laissons les stress du monde moderne s'évanouir alors que nous voyageons dans un temps lointain où l'emprise glaciale de l'hiver représentait un péril bien plus grand que ce que la plupart d'entre nous peuvent imaginer. Une époque où le changement des saisons apportait non seulement des désagréments, mais une véritable peur pour la survie. Imaginez-vous dans la campagne de l'Europe médiévale. Les dernières feuilles sont tombées des arbres depuis longtemps, et le soleil, bas sur l'horizon, offre des rayons faibles qui réchauffent à peine l'air mordant. Les champs gelés crissent sous les pas, tandis qu'une brise transporte les premiers flocons de neige. L'hiver arrive, et pour les gens de cette époque, cela signifie avant tout des épreuves. Le froid s'installe lentement au début, mais il persistera pendant de longs mois. Le paysage sera bientôt recouvert d'un manteau blanc, les rivières et les étangs se transformant en plaques de glace scintillantes. À une époque sans chauffage central ni maison bien isolée, la promesse de chaleur reste un rêve lointain pour tous, sauf les plus riches. Mais bien sûr, il n'en a pas toujours été ainsi. Les hivers médiévaux n'étaient pas toujours aussi brutaux, aussi impitoyables. Il fut un temps où les saisons passaient selon un rythme plus prévisible, où l'arrivée de la neige était accueillie avec acceptation plutôt qu'avec crainte. Mais quelque chose a changé. Le climat lui-même a commencé à se transformer, inaugurant une période qui deviendra connue sous le nom de petit âge glaciaire, s'étendant du XIVe siècle jusqu'au XIXe. Le petit âge glaciaire a apporté des températures plus froides et des hivers plus rudes que quiconque ne pouvait se souvenir. Les raisons de ce changement ne sont toujours pas pleinement comprises, mais son impact fut ressenti à travers tout le pays. Les récoltes échouaient, le bétail périssait, et les vents glacés soufflaient de plus en plus fort. L'un des exemples les plus célèbres de la fureur du petit âge glaciaire fut le grand gel de 1709. Cet hiver-là, les températures ont chuté si bas que les rivières et les lacs ont gelé solidement. À Londres, la Tamise devint une autoroute gelée, où les gens installaient des boutiques et allumaient même des feux directement sur la glace. C'était un spectacle surréaliste, mais qui avait un coût. Beaucoup périrent du froid cette année-là, blottis dans leur maison alors que le monde extérieur se transformait en glace. Mais au milieu de toutes ces souffrances, certains trouvèrent une sorte de réconfort étrange dans ce temps glacial. L'une de ces figures était un jeune Isaac Newton, alors étudiant à l'université de Cambridge. Lorsque le grand gel frappa, Newton fut forcé de retourner à la ferme familiale. Là, blotti près du feu, il se retrouva avec beaucoup de temps pour réfléchir au mystère de l'univers. C'est pendant cette pause inattendue que Newton commença à développer certaines de ses idées les plus révolutionnaires, posant les bases de ses théories sur le calcul et l'optique. Qui sait quels autres grands esprits ont pu être inspirés par l'isolement tranquille d'un long hiver froid? C'est un rappel que même dans les moments les plus sombres, l'esprit humain trouve un moyen de chercher la lumière. Mais pour la grande majorité des gens à l'époque médiévale, l'hiver était une saison à endurer plutôt qu'à apprécier. Les riches pouvaient se permettre des vêtements en laine épaisse, du bois de chauffage en abondance et des garde-manger bien garnis pour traverser les mois maigres. Mais pour les paysans et les serfs qui formaient la majeure partie de la population, c'était une toute autre histoire. Imaginez-vous vous réveillant chaque matin dans une chaumière d'une seule pièce, l'air épaissi par la fumée d'un feu crachotant. Votre souffle forme de la buée devant vous alors que vous vous levez de votre matelas de paille, prenant soin de ne pas déranger les formes frissonnantes de vos proches blottis autour de vous pour se réchauffer. Le froid s'infiltre par chaque fissure et crevasse, engourdissant vos doigts et vos orteils jusqu'à ce qu'ils vous fassent mal. Le petit déjeuner, si vous avez de la chance, pourrait être un bol maigre de gruau ou du pain rassis. Les provisions de la récolte précédente commencent à s'épuiser, et vous savez que les longs mois d'hiver ne feront qu'apporter davantage de pénuries. Le bétail souffre également, son pelage couvert de givre alors qu'il se blottit dans l'étable, son souffle fumant dans l'air glacé. Au fil de la journée, vous marchez péniblement dans la neige pour ramasser le bois de chauffage que vous pouvez. C'est un travail éreintant, et vos mains deviennent rapidement gercées et à vif à cause du froid. Mais vous savez que sans feu, votre famille ne survivra pas à la nuit. Vous pensez à vos enfants, leurs petits visages pincés par la faim et le froid, et vous continuez. C'était la réalité pour tant de gens à l'époque médiévale, une lutte constante contre les éléments, un combat pour la survie qui occupait chaque heure de veille. Et pourtant, même face à tant d'épreuves, il y avait des moments de résilience et même de joie à trouver. Vous voyez, le monde médiéval était profondément en phase avec les rythmes de la nature. Le passage des saisons était marqué non seulement par les changements météorologiques, mais par un riche tissu de rituels et de célébrations. Ainsi,
Même dans les profondeurs de l'hiver, il y avait des lueurs de lumière à trouver. L'une de ces lueurs était la fête de la mi-hiver de St.